merci d'être sur cette télé, la télé du 21e siècle, et bienvenue dans l'émission Starcom. Starcom, l'émission du décryptage et d'analyse de l'information qui vous permet de prendre position sur des sujets de l'actualité nationale en toute responsabilité. Au menu de cette émission, nous parlerons de la crise guinéenne. Il faut le dire que depuis 3 mois, la Guinée est plongée dans une crise politique liée à la volonté du président Alpha Condé de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Farouchement opposé à cette idée, le Front national pour la défense de la constitution a appelé ses partisans à l'acte 3 de ces journées de résistance active et permanente. Ces manifestations du FNDC se sont soldées par plusieurs blessés et 2 cas de morts ont été déplorés à Conakry. Il faut dire que c'est même à cette situation difficile et un peu critique en ce qui concerne notamment la promotion des droits de l'homme. Les organisations de défense des droits de l'homme montent le chrono et selon eux, ces violences qui sont enregistrées en Guinée lors des manifestations est un peu le résultat du non-respect des textes et lois qui résistent et le règlement et le fonctionnement normal des institutions de la République. Qu'est-ce qu'il faut avoir notamment comme analyse générale de la situation sociopolitique du pays, la Guinée qui devient de plus en plus critique? On en parle dans cette émission. Et également au menu de l'émission Starcom, nous parlerons de la politique, une crise qui reste toujours pendante. Face à cette crise, il faut le dire que les acteurs, notamment les leaders religieux, j'allais dire, se sont prononcés en interpellant le président de la République sur la nécessité du report du scrutin du 16 février. Et il faut le dire que cette annonce intervient pendant que dans une ordonnance, le président de la République notamment a fixé les conditions d'organisation du référendum constitutionnel dont la date n'est pas encore fixée, mais selon les informations, une date sera annoncée notamment par le président de la République dans les jours à venir. Comment est-ce que cette information ou cette déclaration du président de la République est prise notamment par les partis de l'opposition qui ont brillé notamment par le boycott de ces élections législatives notamment de 2020? On essaye de comprendre avec notre invité du jour qui n'est autre que Nadia Nahman. Elle est la chef de cabinet du chef de file de l'opposition invitée aujourd'hui dans l'émission Starcom. Bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous avoir dans Starcom. Bonjour Monsieur Barry, je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau de votre émission. Alors, on va commencer cette émission par une sorte notamment d'aperçu général. Il faut le dire que la situation reste un peu tendue en Guinée. La violence reste de mise et elle a tendance même à s'exacerber aujourd'hui. Aujourd'hui, vous, en tant que membre du FNDC, également indirectement, vous êtes également membre de l'opposition. Quelle est l'analyse que vous faites notamment sur l'évolution sociopolitique de la Guinée en termes de violence enregistrée pendant ces derniers mois? Mais écoutez, je dirais que le pays frise l'indécence. Vous parliez d'exacerbation des violences, moi je parlerai de banalisation des violences. Il faut rappeler que depuis l'accession d'Alpha Condé à la magistrature suprême, on dénombre près de 140 victimes des manifestations politiques et syndicales, sans pour autant qu'aucune enquête n'ait été diligentée pour identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. On n'a jamais enregistré même une sanction administrative à l'endroit des responsables de la police et de la gendarmerie. Et laissez-moi vous dire que c'est d'autant plus grave que l'impunité encourage la récidive. Parce que quand ces crimes restent impunis, c'est un chèque en blanc, c'est un permis de récidiver qu'ont les autorités. Et j'aimerais aussi rappeler ceci, que le recours disproportionné et systématique aux armes à feu et l'impunité dont jouissent les forces de l'ordre sont constamment dénoncées par les organes de défense des droits de l'homme, des ONG de référence, à l'instar d'Amnesty International, à l'instar de Human Rights Watch. Aujourd'hui, on atteint un degré de déshumanisation inacceptable. On a franchi des lignes rouges et ce n'est pas du tout possible. Et moi, j'ai été choquée. On parlera peut-être de l'examen périodique universel et la Guinée, très mauvaise élève, est passée aux Nations Unies pour ce TPU. Et lorsque j'entends dire le ministre de la Justice qu'il n'y a pas eu d'enquête parce qu'il n'y a pas d'expertise balistique, mais pardonnez-moi, je suis complètement ahurie d'entendre ça. Peut-on justifier, Monsieur Barry, sur une période de 10 ans, la mort de 130 manifestants
par une absence d'expertise balistique. Et ce n'est en rien surprenant tous les événements auxquels on assiste. Lorsque le chef de l'État, qui est le père de la nation, le garant de la stabilité, s'en vient à tenir des propos dans les colonnes de vos confrères du Monde, dans d'autres pays, il y a eu de nouvelles constitutions, il y a eu des morts, mais ils l'ont fait quand même. Oui, pardonnez-moi. C'est peu dire du cas... Oui. Vous également du côté de l'opposition, vous n'avez jamais eu d'approche nouvelle pour éviter ces morts dont vous énumérez là. Parce que c'est vous qui appelez aux manifestations, tant au côté du FNDC, mais également dans l'opposition, c'est vous qui faites descendre les gens dans la rue. Et vous savez qu'on a des autorités qui n'ont pas de regard par rapport à la vie humaine, mais vous persistez dans la stratégie notamment des manifestations. Alors c'est là où vous faites une erreur qui est très communément faite par les journalistes de renvoyer dos à dos l'opposition. Non, pas dos à dos, mais il faut situer les responsabilités. C'est une erreur manifeste, pardonnez-moi. Ouais. Lorsque l'opposition est privée de recours juridictionnel, lorsqu'on en vient à nous faire violer la Constitution, lorsque des accords politiques sont négociés, ils sont violés, lorsque la justice est le bras armé de l'exécutif, lorsque même les urnes, la volonté générale qui est exprimée par les urnes est confisquée, pardonnez-moi, la rue s'impose comme étant l'ultime recours. Pensez-vous que ce soit de gaieté de cœur que l'on appelle à manifester? Et ce n'est pas pour les beaux yeux de l'opposition que les Guinéens descendent. Pardonnez-moi, les Guinéens n'ont pas attendu d'être appelés pour assaillir les rues de Conakry lors des manifestations de janvier et février 2007. Lors du grand meeting du 28 septembre 2009, ils n'ont pas attendu. C'est leur soif de la liberté qui les a conduits dans la rue. Et laissez-moi vous dire une chose. Et là, rien, absolument rien ne justifie l'usage disproportionné, l'usage abusif des armes. Laissez-moi vous parler des recours, comment dire, des standards onusiens sont clairs et précis. Déjà, moi je pense que, et le président Cellou Dalein Diallo l'aime à le rappeler assez souvent, on peut combler un déficit macroéconomique, on peut combler un déficit infrastructurel, mais on ne peut pas combler un déficit de moralité, un déficit de déontologie, et je dirais que c'est l'un des cancers qui gangrène cette société, c'est la crise de moralité que nous vivons. Ce que la scène complètement poignante à laquelle on a assisté dans la commune de Ratoma, cette jeune femme servant de bouclier humain, on ne peut pas me dire que c'est imputable uniquement à un défaut de formation, non, il y a une espèce de déshumanisation des personnes vivant dans ces quartiers et c'est inacceptable. Et là, je reviens encore, le peuple de Guinée, le FNDC aujourd'hui, sa légitimité, tant sur le plan national qu'international, n'est plus à faire. Elle a été créditée de la confiance du peuple de Guinée et le FNDC, aujourd'hui, cette dynamique citoyenne est créée. Et pardonnez-moi, quand vous revenez, vous disiez, vous savez très bien comment ça se passe. Ces forces de l'ordre-là, M. Barry, nos vies sont confiées à ces forces de l'ordre-là. Ces forces de l'ordre-là jouent un rôle prépondérant dans l'exercice de la justice. Elles jouent un rôle prépondérant dans la préservation et le respect de notre droit à la vie, de notre intégrité. C'est la sécurité physique. Et la protection absolument, du de nos biens, des biens et personnes. Mais comment expliquer aujourd'hui que ces forces de l'ordre-là, que l'on entretient par les ressources publiques, soient amenées à se retourner contre le peuple, contre des habitants désarmés? Pardonnez-moi, cette pauvre dame aujourd'hui. C'est pas dans tous les cas. Oui, ce n'est pas dans tous les cas. Certes, mais vous n'allez pas me dire qu'on va faire à la David contre Goliath et riposter par des jets de cailloux avec des AK-47. Mais où est-ce qu'on a vu ça? Alors, il faut je veux préciser une chose. Selon les standards onusiens, les forces de l'ordre doivent, leur action doit être proportionnelle à l'objectif suivi et proportionnelle à la gravité de l'infraction. Alors, si vous permettez, on va parler notamment du FNDC. Il faut dire quand même que cette semaine, le FNDC, dont votre parti notamment est membre, le Front National pour la Défense de la Constitution, avait appelé à ses militants à l'acte 3, notamment de ces journées de résistance active et permanente. Mais il faut le dire qu'également, on a enregistré des morts et des cas de blessés graves sur l'axe Amdelay Bambeto, pourquoi pas jusqu'à Sonfonia. On va aller avec notamment cet élément de reportage avec notamment axé sur Mamadou Moussa Barry, un autre citoyen qui a perdu la vue, c'était mercredi dernier à l'occasion des manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution qui est opposé à tout projet de nouvelle constitution. Vive émotion ce mercredi dans la famille de Mamadou Moussa Barry à Kouza, un quartier de Ratoma dans la banlieue de Conakry. Tué par un groupe d'hommes en tenue stationnaire non loin de son domicile la nuit qui a précédé l'acte 3 de la résistance active du FNDC. Le jeune aurait subi plusieurs actes de torture et des travaux forcés avant de succomber d'une balle dans le ventre. Âgé de 20 ans, Mamadou Moussa Barry, forgeron, a été fauché alors qu'il revenait de son lieu de travail.
C'est lorsqu'il revenait tard la nuit, il est tombé sur les policiers. Ils lui ont dit d'enlever les cailloux qui ont été mis par d'autres personnes vu que c'est la veille de la grève. Il leur a dit qu'il ne va pas enlever parce que ce n'est pas mis par lui. Ils l'ont obligé d'enlever les cailloux et les pneus brûlés. Après cela, ils l'ont frappé avec leur fusil et ensuite, ils lui ont tiré une balle au ventre. Lorsqu'ils lui ont tiré dessus, il a tenté de s'enfuir et ils l'ont poursuivi et l'ont encore frappé avec leur fusil. Mamadou Moussa Bari était l'aîné de sa famille. Privé de l'un de ses tendres enfants, sa mère est inconsolable. Ils l'ont torturé avant de le fusiller au ventre. Il a tenté de s'enfuir. Ils l'ont poursuivi et ils l'ont encore frappé jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Je laisse pour moi à Dieu, mais je ne pardonne pas à ceux qui ont tué mon fils. En Guinée, nombreux sont ceux qui accusent les forces de l'ordre de s'en prendre à des citoyens innocents, notamment lors des manifestations politiques. Ibrahima Soudiane est l'une des victimes qui s'est retrouvée dans les mains des forces de l'ordre alors qu'il était en plein sommeil. Hier, paraît-il, il y avait une marche. Donc moi, je n'étais pas du tout au courant. Je suis rentré tardivement parce que je travaille jusqu'à 0h passée. Donc dès que je suis rentré, je me suis couché. Vers 9h, c'est des forces de l'ordre brusquement qui viennent me réveiller en plein sommeil. Je dormais et puis je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Dès que le monsieur m'a touché, je me suis réveillé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit, c'est toi-même. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ne fais pas semblant de dormir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu penses qu'on ne t'a pas reconnu avec le t-shirt jaune? Ils m'ont pris de force. Malgré les réformes du secteur de défense et de sécurité, nombreux sont les citoyens qui restent encore sur leur faim. Pour eux, les hommes en tenue ont toujours la gâchette facile en Guinée. Nos condoléances à l'âme de Mamadou Moussa Bari, un autre citoyen qui a perdu la vue lors de ces journées de résistance active du Front National pour la défense de la Constitution. C'était du côté de Kouza sur l'axe Babeto-Hamdalaï. Alors Nadia, il faut le dire que la communauté internationale a réagi par rapport à la situation critique en Guinée en termes de violence qui devient récurrente désormais. La France, les États-Unis, la Belgique et pourquoi pas le Royaume-Uni invitent les autorités guinéennes à l'ouverture des enquêtes impartiales. Est-ce que vous y croyez, vous, au sein de l'opposition, comment est-ce que vous apprenez cette sortie notamment de la communauté internationale? Ben écoutez, là, il faut rappeler le cadre. On était dans le cadre de l'examen périodique universel qui est un mécanisme onusien qui consiste en l'examen de la situation des droits de l'homme dans les 193 pays des Nations Unies chaque 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, la Guinée, en sa qualité de très très mauvais élève en la matière, on a rappelé l'abolition de la peine de mort, certes, hein, mais comme vous le rappeliez tout à l'heure, les Pays-Bas, le Canada, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ont exprimé de vives inquiétudes par rapport à l'encadrement des manifestations. Mais pardonnez-moi, on a vu des manifestations très violentes chez les Gilets jaunes ou partout ailleurs, mais on a constaté, on a pu relever le degré de professionnalisme. Pourquoi? Parce que ces personnes-là mettent le droit à la vie, qui est l'un des droits les plus sacrés, un droit fondamental, parce qu'ils conditionnent la jouissance de tous les autres droits au centre de leur politique. Même lorsque des personnes ici tuent dans l'impunité et qu'elles sont promues le lendemain ou même érigées à des hautes fonctions, là vous pouvez comprendre qu'elles aillent persister dans cette impunité-là. Même la Slovaquie a exprimé ses vives inquiétudes par rapport à l'usage des armes létales, et les États-Unis et les Pays-Bas n'ont pas manqué d'exiger des élections libres et transparentes également. Donc moi je n'y crois pas pour la raison suivante, parce qu'on attend toujours pour les massacres du 28 septembre 2009. On attend toujours que justice soit rendue, et la justice n'a pas été rendue combien d'années après les massacres. On assiste actuellement à rien du tout. Et pardonnez-moi, lorsque la vidéo dont je parlais qui promet cette pauvre dame en bouclier humain, tout à fait. C'est une dame dont les agents de la police se sont servis comme bouclier humain pour notamment faire face à ces cailloux. C'était vraiment inhumain. Mais ça dépasse l'entendement humain. Et le ministère de la Sécurité ne va pas nous faire croire qu'en se fondant dans le communiqué laconique présentant des excuses
est-ce que ça va passer? Non. À un moment donné, les parents ont droit à la vérité. Ils ont droit à ce que la vérité judiciaire s'exprime. Ils ont droit à ce que les coupables, puisqu'ils peuvent être identifiés, soient jugés, condamnés pour les crimes qu'ils ont commis. Quel message veut-on envoyer aux enfants de ces quartiers-là? That's the hate you give. Sorry. Voilà, c'est les ressentiments que tout cela peut entretenir. À un moment donné, il faut faire attention et se dire que non, vous avez parlé de la réforme des forces de l'ordre. Tout à fait. Quand même qui était un espoir Mais on sait tous que cette réforme-là a permis de liquider ceux qu'on devait liquider et avancer, parce que là, les résultats sont très très décevants, parce que les forces de l'ordre sont malheureusement les forces du désordre, comme on aime à le dire, et honnêtement, ces images qui sont diffusées n'honorent pas du tout la Guinée. Et il faut dire quand même, c'est le même constat pour les organisations de défense des droits de l'homme en Guinée qui ont haussé le ton et appelé l'État guinéen notamment par rapport à ses responsabilités, car selon eux, tout ce qui intervient en Guinée en termes notamment de violence est l'expression d'une certaine manque de considération de l'État guinéen par rapport au respect des textes et règlements qui régissent notamment le fonctionnement du pays et pourquoi pas des institutions. Comment est-ce que les défenseurs des droits de l'homme, notamment qui expriment leurs préoccupations par rapport à la situation en Guinée, ont réagi sur ces cas de violence? La réponse est après juste cette courte pause et nous revenons sur ce plateau. Star 21 TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. Merci de nous renouveler votre constance des considérations à cette télé du 21e siècle et dans cette émission notamment Starcom, l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité nationale. Il faut le dire que dans cette deuxième partie de l'émission Starcom, nous parlerons désormais de la sortie des défenseurs des droits de l'homme qui se sont exprimés sur la situation guinéenne. Alors Nadia, est-ce que cette sortie notamment des organisations de défense notamment des droits de l'homme, d'abord en Guinée sur le plan international, qui dénoncent notamment la situation en termes de violence, mais également pour eux, c'est l'expression d'une certaine inconsidération de l'État par rapport aux textes de loi qui résistent au fonctionnement des institutions. Est-ce que cette sortie peut un peu vous galvaniser dans votre position, soit disant que c'est l'État qui n'assume pas ses responsabilités en termes notamment de défense des droits de l'homme en Guinée? Écoutez, on sait très bien que Human Rights Watch, Amnesty International sont des ONG références de défense des droits de l'homme. C'est forcément bien quand c'est elles qui le disent, parce que nous, en tant qu'opposition, quand on le dit, même quand on présente des preuves, on ne veut rien d'autre, on ne veut voir rien d'autre que notre opposition. Ouais. Donc c'est bien que ces ONG-là, effectivement, montent au créneau pour décrédibiliser ce régime, mais qui ne gouverne que par la terreur et par la répression. C'est quand même incroyable. Oui, mais quand même, il faut le dire que vous également, le FNDC, il faut dire qu'on ne peut pas vous interdire la possibilité de protester dans la rue par rapport notamment à l'expression de votre opposition sur l'éventualité d'un troisième mandat, mais il faut le dire que votre appel à la résistance est un peu excessif. Pardonnez-moi. On n'est pas arrivé à ce stade d'abord. Alors si, vous vous rappelez très bien qu'il y a eu des marches. Le FNDC a conduit plusieurs marches depuis octobre dernier selon des itinéraires convenus. Selon des itinéraires convenus, il y a eu des manifestations grandioses, des marées humaines, des tsunamis qui déferlaient dans les rues de Conakry et de l'intérieur du pays afin d'exprimer notre vive désapprobation vis-à-vis de l'obstination d'Alpha Condé, 82 ans, de mener une réforme constitutionnelle pour s'octroyer un troisième mandat. Et on s'est battu, le FNDC a mobilisé au-delà des frontières nationales, selon des itinéraires convenus et conformément à la Constitution. Le FNDC s'est toujours montré légaliste et républicain. Donc là, on est allé, plusieurs manifestations ont été enregistrées, ça n'a pas dissuadé le régime de renoncer à ce projet funeste et sensible non seulement pour la paix et la stabilité du pays, mais aussi dans la sous-région. Et suite à cela, il y a eu une marche de l'ultimatum, parce que même les femmes du FNDC, à chaque fois qu'elles marchent pour pleurer la mort de leurs enfants, mais l'État ne répond que par son arrogance, son indifférence et son mépris en faisant tuer d'autres enfants le lendemain. C'est inacceptable. Alors, passé cette marche de l'ultimatum, le FNDC a décidé, en fonction de la Constitution, d'exercer son droit de résistance à l'oppression. Laissez-moi vous raconter une chose. Non, c'est pas trop dit. On n'est pas arrivé à ce stade. Mais si nous sommes en train de résister à l'oppression, monsieur, pardonnez-moi.
Attendez. Qu'est-ce que vous voulez opposer à un chef de l'État qui a mis tout en place une mécanique, qui de manière méthodique un a tout chef fait... d'État soutenu par certains Guinéens qui approuvent et qui expriment la volonté d'une nouvelle constitution. Vous n'êtes pas les seuls Guinéens. Je vais dérouler mon propos. On n'est pas les seuls Guinéens, on est la majorité, on l'a démontré. Vous estimez être la majorité. Je vais dérouler mon propos, c'est important pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alpha Condé a tout mis en place de manière méthodique pour faire passer ce projet et ça passe déjà par l'éviction de Kéléfa Sall. Et on passe de l'éviction de Kéléfa Sall à son refus systématique d'installer la Haute Cour de justice malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle de février 2018 qui l'enjoint de le faire. Pourquoi? Parce que vous savez que Alpha Condé a quand même prêté serment à 2 reprises sur cette constitution, en 2010 et en 2015, de la respecter et de la faire respecter. Et il a dit que si, en cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Alors, quelle est l'entité qui aurait permis à M. Alpha Condé, 82 ans, qui est prêt à exterminer son peuple, de subir les rigueurs de la loi? C'est la Haute Cour de justice. C'est la Haute Cour de justice qui l'aurait permis, mais il a refusé de l'installer. Donc là, on a épuisé toutes les voies de recours qu'il s'agisse. Vous savez très bien qu'on a été débouté. On a épuisé les voies de recours du dialogue. On a épuisé les voies de recours institutionnelles et juridiques. Là, on est en train de saisir des juridictions régionales, notamment la CEDEAO. Le FNDC le FNDC s'est engagé dans une dynamique citoyenne. Et pourquoi? Ça, c'est très important pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent. Le régime d'Alpha Condé a tout fait pour ethniciser nos revendications. Il a tout fait pour communautariser les revendications. Parce qu'il voulait avoir, dans le combat contre le 3e mandat, un parti. Non, mais c'est l'expression de la réalité. Non, ça n'a pas marché. Les manifestations à Conakry sont enregistrées notamment sur l'Axe. Et l'Axe, on le sait bien, c'est votre bastion. Et aujourd'hui, quand vous prenez cette tension en Guinée, on a vu que la tension elle reste toujours vive dans une partie de la Guinée qui se trouve être notamment la même Guinée, le bastion de chef de file de l'opposition. Vous activez la crise parce que c'est vous-même que vous... Je vais vous répondre. Voilà. Je vais vous répondre. À Conakry, à part l'Axe, il n'y a pas de manifestation. Je vais vous répondre en vous disant ceci. La lutte que mène le FNDC est une lutte foncièrement nationale. C'est une lutte qui transcende tous les clivages partisans, ethniques, régionaux, religieux, parce que là, la lutte quand on est engagé, c'est une lutte pour l'inscription durable de l'alternance. Pourquoi à Farana ça ne marche pas? Il faut signifier pourquoi parce que ça ne marche pas? Vous pensez qu'on fait la révolution en 24 heures, monsieur? Si c'est ça, en 24 heures, on aurait dit, bon, ça n'a pas marché, on va tous se coucher, on abandonne ce pays. Mais non, c'est une révolution, on va se battre. On va se battre parce qu'il y va de l'avenir des générations futures. Mais ces gens-là, au-delà de la Constitution et tout, quand on va parler du programme de corruption, tous ces contrats sur de nombreuses années... Mais vous avez vu quand même l'accueil qui a été réservé au président de la République. Une marée humaine, c'est là également des Guinéens. Une marée humaine, lorsque des lycées, des collèges sont réquisitionnés, lorsque des fonctionnaires publics ont leur intime l'ordre de quitter les administrations. Marée humaine, moi je dirais honte, plutôt une honte pour ce pouvoir-là. Alors justement, il faut dire quand même que la situation, on le rappelait à l'entame de cette émission, reste un peu critique par rapport notamment au respect des droits de l'homme. Et dans ce sens, les défenseurs notamment des droits de l'homme se sont prononcés sur la situation sociopolitique de la Guinée qui selon eux devient un peu préoccupante. On va suivre cet élément de reportage qui est consacré notamment à cette réaction de ces acteurs notamment des droits de l'homme qui expriment leurs préoccupations sur les violences en Guinée. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale dresse un tableau sombre des droits de l'homme en Guinée. Au cours de cette conférence de presse, l'organisation dénonce les violences ciblées en Guinée. L'État guinéen oppose à son peuple une violence caractérisée par des cas d'assassinat, des violations des domiciles privés, des violences verbales, physiques et de pillage de biens privés. Plus grave, les Guinéens assistent à des actes d'assassinat et d'autres atteintes à l'intégrité physique qui sont de nature ciblée et spécifiquement orientées vers les quartiers de l'Axe Amdalaï, Bambeto, Koza. Les faits démontrent que seules les personnes de ce groupe ethnique sont victimes, bien que le Front national pour la défense de la Constitution mène un combat républicain et citoyen. Devant un parterre de journalistes, les membres de la coalition sont revenus sur certains cas de violation des droits de l'homme en Guinée. Des exactions qui, selon eux, relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. Tirer sur une ambulance constitue un crime de guerre. Parce que le but de la guerre, c'est de diminuer le potentiel de l'ennemi. Prendre pour cible les populations civiles en temps de guerre constitue un crime de guerre. L'atteinte aux biens de subsistance des populations civiles en temps de guerre constitue un crime de guerre.
Qu'en est-il en temps de paix? Est-il nécessaire de rappeler qu'à Ouanidara ou ailleurs, la première chose que font les officiers de police judiciaire, de police et des forces de défense, c'est de prendre tout ce qu'ils trouvent et mettre dans les puits. Que même en temps de guerre, lorsque la personne tombe, vous le faites prisonnier, vous ne l'humiliez plus. Le cas du vieux qui partait à la mosquée a fait la tour à travers le monde. Donc le risque est là, il est présent. Il faut avoir le courage de le dénoncer. En Guinée, il est minuit moins 1 pour ce cas. La Guinée dispose de l'un des plus beaux textes juridiques de la sous-région, mais son application fait souvent défaut sur le terrain. Une situation qui irrite cet activiste des droits de l'homme en Guinée. La solution de nos problèmes réside dans le respect de nos droits. La question là, si elle est réglée, nous allons connaître la sécurité, nous allons connaître le développement, nous allons connaître la justice, nous allons connaître le bonheur. L'état de droit, la justice, c'est bon pour le petit, les gouvernés, c'est bon pour les gouvernants. Ça garantit tout le monde. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale n'exclut pas de saisir la CPI pour les multiples cas de violation des droits de l'homme en Guinée. La plupart des victimes sont des militants de l'opposition dont les manifestations sont souvent réprimées dans le sang. Les droits de l'homme qui s'expriment ainsi sur la situation préoccupante de la Guinée par rapport notamment à ces violences qui deviennent de plus en plus récurrentes. Alors Nadia, il faut le dire quand même aujourd'hui, vous avez vous-même renouvelé en fait, il y a eu l'appel de la communauté internationale par rapport à l'ouverture des enquêtes. Impartial. Impartial parce qu'il n'y a pas d'impact. Il y a également à chaque fois des organisations de la société civile qui montent au créneau pour dénoncer. Aujourd'hui, vu que l'État reste sur émier entre griffes par rapport à tout ça, est-ce que vous, de votre côté du FNDC, il n'y a pas lieu de penser aux Guinéens qui aujourd'hui n'a pas d'autre solution? Parce que si vous faites par exemple par semaine des heures de manifestation, on le sait, quand mardi et mercredi il y a manif, automatiquement c'est toute la semaine aujourd'hui qui est impactée. Est-ce que vous ne pensez pas d'autres approches de solutions pour un peu soulager ces Guinéens qui en fin de compte pour lequel vous vous battez? Parce que quand vous parlez de défense de la Constitution, c'est pour le peuple de Guinée. Mais est-ce que vous pouvez gouverner avec ces cadavres-là? Monsieur, êtes-vous en train de nous dire, au FNDC, êtes-vous en train de dire au FNDC d'abandonner la lutte parce qu'en face on a un État complètement féroce qui trempe dans une répression sanglante? L'approche, évidemment, le FNDC a consacré 2 jours de manifestation par semaine, sachant qu'évidemment, les populations vivent dans un état sans précédent de précarité. Et on le dit dans nos communiqués d'ailleurs, et qu'il faut les laisser évidemment s'approvisionner le temps de oui, tout à fait. Mais écoutez, on est dans un combat où on se doit d'être solidaires les uns des autres. Parce que voulez-vous, on a face à nous un État qui a perdu toute espèce de légitimité. Et sa seule source de légitimité demeure dans 3 composantes: la répression à tout va et des expéditions punitives menées dans des quartiers pour radicaliser les gens, parce que je ne vois pas ce qui expliquerait que l'on vienne renverser des marmites des pauvres dames et que l'on vienne jeter des poubelles dans des puits, dans des quartiers où la SEG est complètement absente. Mais qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui justifie un tel degré d'inhumanité justement? Donc là, ce combat-là, c'est un combat de longue haleine dans lequel on est engagé, parce qu'on a face à un État voyou, un État qui use de la corruption, un État qui use de la répression et un État qui use de la division afin de faire perpétrer son système de prédation des ressources publiques. C'est un long combat, c'est un combat difficile, mais on va s'en tenir à force de persévérance, à force de solidarité, on va y arriver. S'il vous plaît, il y a eu les Soudanais avant nous, il y a eu les Burkinabés, il y a eu des régimes qui avaient été sous l'emprise de dictature, mais le peuple y est arrivé. Alors, parlant il n'y a pas de raison que la Guinée n'y arrive pas. Parlant de ces victimes également, il y a quelque chose qu'on vous reproche, c'est qu'aujourd'hui, certes que selon vous, vous pouvez imputer la responsabilité des victimes, notamment aux forces de l'ordre, parce que jusqu'à présent, il n'y a pas d'ouverture d'enquête sérieuse sur là-dessus, on peut être d'accord avec vous, mais il y a une sorte de, d'utilisation à outrance de ces victimes de la part du FNDC. C'est qu'à chaque mort, vous transformez la victime comme étant une sorte de trophée de guerre. Vous êtes allé même jusqu'à créer un cimetière des victimes du régime d'Alpha Condé. Est-ce que là également c'est humain? Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, pardonnez-moi. Nous, on ne fait pas dans le sensationnalisme.
il revient à des personnes, à des jeunes entre 14 et 30 ans qui sont arrachés à l'affection de leur famille, qui tombent sur les balles des forces réelles, des forces de l'ordre, des balles réelles des forces de l'ordre, alors que ces forces de l'ordre-là, si on était un minimum sérieux en termes de maintien d'ordre, on peut quand même faire usage d'armes non meurtrières qui sont neutralisantes. Pourquoi est-ce qu'on ne neutralise pas les gens, et encore quand les circonstances le justifient, avec des balles en caoutchouc? Il existe tout. Il n'est nullement question de privatiser les corps, parce que tout ce qui se fait, et puis privatiser les corps, pardonnez-moi, ne me faites pas dire ça, c'est lugubre. Écoutez, il est le minimum que l'on puisse devoir à des jeunes martyrs qui sont arrachés à l'affection de leur famille, c'est de leur offrir des funérailles grandioses et de les accompagner jusqu'à leur dernière demeure. Par contre, ce que je rajouterai à votre question, c'est l'inhumanité du gouvernement qui n'hésite pas à gazer les cimetières, en prétextant que c'est le vent, enfin c'est trop facile, à gazer les gens dans les mosquées, à s'en prendre à des ambulanciers. Moi, j'aimerais réagir par rapport à l'élément que vous avez dit. On va y revenir à la pause tout à l'heure, très bien. Sur cet élément, juste après cette courte pause, et on revient juste après. Je vais vous verser de l'eau, hein, c'est ça. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. Des retours sur le plateau de l'émission Starcom qui reçoit aujourd'hui Nadia Naman. Je rappelle qu'elle est chef de cabinet du chef de file de l'opposition guinéenne, Elaïd Seydou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Avec elle, nous passons en revue la situation sociopolitique guinéenne qui reste notamment rythmée par ces manifestations du Front National et la crise liée autour notamment des organisations de l'élection des législatives de 2020. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous voulez réagir à ces propos de l'extrait. Rapidement, tout à fait, parce que là, on a un ensemble de règles qui sont propres au droit international coutumier humanitaire. Le fait de tirer sur un corbillard, le fait d'atteindre à la vie d'un ambulancier, mais c'est une violation flagrante, parce que même en temps de guerre, ça ne se fait pas, a fortiori en temps de paix. Et j'aimerais quand même rappeler le communiqué qui a été lancé à l'attention de la Croix-Rouge, qui leur intime de ne pas intervenir avant d'avoir reçu l'ordre, soit d'un officier d'un officier de la police judiciaire ou du procureur. Mais pardonnez-moi, c'est d'une inhumanité, parce qu'on sait très bien que ces corps-là sont là, et comble de l'inhumanité. Vous savez qu'on a une victime, un corps qui a été refusé à la morgue de l'hôpital sino-guinéen. Mais, s'il vous plaît, dans quel pays sommes-nous? Alors, il faut dire quand même que dans cette situation de crise, des voix s'élèvent, notamment du côté de la Guinée, pourquoi pas à l'international, notamment qui cherchent de voix et moyens à faire en sorte quand même que les acteurs de la crise puissent se pencher notamment autour du dialogue, même si le Front National pour la Défense de la Constitution dit qu'il n'est pas question de débattre notamment sur la question d'une éventualité de changement de la Constitution. On va aller avec cet élément consacré notamment à la visite de Bounsambash, qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui a été reçu notamment par la coordination du Front National pour la Défense de la Constitution. Les violences enregistrées lors des manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution inquiètent la communauté internationale. C'est dans ce contexte qu'une mission du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a conféré ce lundi 27 janvier 2020 avec les opposants. Objectif: trouver les voies et moyens d'une sortie de crise en Guinée. Les Guinéens doivent chercher rapidement les voies et moyens de sortir de cette crise et de se concentrer sur la recherche de consensus vers le développement partagé bien sûr, le renforcement de la démocratie, l'état de droit et le bien-être de tous. Le coordinateur du FNDC n'a pas manqué de rappeler les griefs de ce mouvement contre le régime de Conakry. Pour favoriser la détente en Guinée, Abdraman Sano sollicite de la communauté internationale la réactivité et le pragmatisme. Nous les avons interpellés à remonter un peu plus dans la diplomatie pour envisager désormais des sanctions contre ceux qui veulent mettre en péril la sécurité et la stabilité en Guinée et dans la sous-région. Vous savez très bien, et chacun le sait, on leur a expliqué à son Excellence
M. Mohamed Ibn Chambaz, la gravité de la situation, l'a rassuré de notre engagement pacifique, de notre volonté à faire en sorte qu'aucune violence ne vienne de là du FNDC ou des populations. D'ailleurs, pouvait-il en être autrement? Nous n'avons ni armes, ni munitions, on n'a absolument rien. Nous n'avons que notre mobilisation et la volonté de voir la démocratie se renforcer dans notre pays. Le FNDC a remis à Mohamed Ibn Chambaz un mémorandum appuyé sur la crise guinéenne. Principal destinataire, le secrétaire général des Nations Unies. Ibn Chambaz qui a été reçu notamment au siège du Front National pour la défense de la Constitution. Alors il y a un passage des propos de votre coordinateur qui a retenu mon attention. Il dit « Nous nous manifestons de façon pacifique ». Et ce mot-là, ça a un sens. Celui qui connaît un peu le comportement de vos partisans du côté de l'abbé qui se sont attaqués aux édifices publics, qui ont brillé dans les caillasses, qui y sont allés même jusqu'à dire désormais qu'ils exigent le départ du préfet et du gouverneur de la région. Est-ce que ça c'est pacifique, Nadia? Écoutez, on va remettre les choses en perspective parce que vous semblez être un peu dans des théories qui me semblent inobscures. Non, pas du tout, ce n'est pas une évidence. On a tous suivi le député Cellou Baldé lors de l'attaque du tribunal d'instance de l'abbé. Quand le tribunal a été incendié, c'était pendant que c'était occupé par l'armée. Et quand on a ce général-là, pardonnez-moi, le gouverneur de l'abbé qui, dans un communiqué, s'en prend au FNDC, les toises, les nargues. Ça, c'est après violence, oui, c'est pas avant. Je vous passe, c'est avant même les violences. Il y avait un communiqué de TTCF, il s'était fondu après la présentation des vœux au personnel, au gouverneur. Donc il s'est fondu de ce communiqué en narguant les gens du FNDC en disant qu'ils disposaient de tous les moyens de répression possibles. Donc là, pour revenir aux événements de l'abbé, l'incendie du tribunal le tribunal a été incendié lorsque les jeunes... Mais écoutez, pardonnez-moi, on est en train de tuer des gens, des jeunes. Non, est-ce que vous voulez me dire qu'il n'y a pas de reproche que vous pouvez faire aujourd'hui vis-à-vis du comportement néfaste de vos partisans? Pardonnez-moi, un comportement néfaste, non, vous allez un peu trop loin là. Le FNDC est engagé dans un combat républicain. Il use de toutes les voies et moyens légaux et républicains pour mener ce combat-là. Est-ce qu'il est de leur rôle d'exiger le départ d'un préfet ou d'un gouverneur de région? Absolument, un gouverneur qui a failli à son rôle de premier représentant de l'État, tout comme le préfet, de sécuriser ces gens-là et qui encourage. Déjà, ça commence par ça, même pas un seul mot d'apaisement, même pas un seul mot de compassion à l'attention des familles, des victimes dont on les prive de la vie et de la présence de leurs enfants pour de bon. Non, les événements de l'abbé, ce qui s'est passé à l'abbé, ce que vous ne dites peut-être pas, quand on m'explique que l'hôpital de l'abbé a été gazé, le personnel médical était obligé de faire évacuer les patients parce qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer ni leur sécurité, ni de leur prodiguer les soins de santé. Et suite à ça, on a même une dame dont le nom m'échappe qui en est décédée. On a vu des images, mais c'était l'horreur. Absolument rien ne justifie une telle terreur, absolument rien ne justifie une telle répression. Alors, il faudrait quand même, parlons désormais de politique, face à la crise politique autour de la communauté internationale aussi. Oui, on reviendra tout à l'heure sur la crise notamment autour de l'organisation des élections législatives 2020, des responsables religieux brisent le silence pour notamment interpeller les acteurs impliqués dans la crise qui secoue la Guinée à l'apaisement dans une déclaration conjointe notamment publiée le lundi 27 janvier 2020. Les leaders religieux, notamment chrétiens, musulmans, demandent au chef de l'État de repousser le scrutin du 16 février. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez appris, comment est-ce que vous avez accueilli cette demande des religieux par rapport au report, notamment du scrutin du 16 février? Alors moi je pense que déjà il faut s'arrêter sur le contenu des propos de ces religieux parce que ce sont des autorités morales, ce sont nos autorités morales. Ça vous regarde dans vos positions. Absolument, parce que déjà commençons avec l'UCG, l'Union du clergé de Guinée, qui m'a vraiment ému en rappelant les propos de M. Robert Sarah qui disait que le sang a trop coulé dans ce pays. Le sang a abondamment coulé et profané la patrie. Il faut que ça s'arrête, ils l'ont dit. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est lorsque l'UCG, l'Union du clergé de Guinée, a exhorté le gouvernement à respecter
la sécurité des personnes, à protéger les vies humaines, à exhorter le gouvernement à respecter la Constitution. À garantir la transparence des élections. Absolument, à exhorter le gouvernement à faire en sorte que l'alternance politique se fasse au travers d'élections libres et transparentes, et à même parler de l'indépendance de la CENI. Ça, c'était très bien. Il faut aussi saluer les efforts louables et appréciables de l'archevêque de Conakry, Vincent Koulibaly, et de l'imam El Hadj Camara, qui ont dit effectivement, c'est eux d'ailleurs qui ont suggéré le report de ces élections-là. Mais moi, je pense que ça vient nous conforter dans la thèse qui a été la nôtre, de dire que voilà, M. Kébé a soutenu un chronogramme complètement illégal et irréaliste selon les dispositions du code électoral. Mais malgré notamment cet appel, il y a quand même le président de la République dans une ordonnance notamment qui a été prise ce mercredi 29 janvier 2020. Le président Alpha Condé a fixé les conditions d'organisation du référendum constitutionnel dont la date n'est pas toujours fixée. Selon les informations, le chef de l'État pourrait repousser la date des législatives fixée au 16 février prochain pour notamment la coupler au référendum. Est-ce que de l'autre côté, on appelle à l'apaisement, mais pendant ce temps, on a vu quand même que le pouvoir d'Alpha Condé reste déterminé, ce qui veut dire vos manifestations. Non, mais c'est de dire surtout absolument tout le mépris, l'arrogance et l'indifférence de ce monsieur de 82 ans vis-à-vis de ses concitoyens. Pendant que d'un côté, effectivement, il en appelle à l'apaisement, il en appelle à la solution de sortie de crise, d'un autre côté, on fait exactement le contraire de ce selon quoi l'on souhaite tendre en promulguant une ordonnance. Et laissez-moi vous dire que cette ordonnance est tout à fait illégale, elle est contraire à la loi. Elle est contraire à la loi d'habilitation. Associée à débat. Absolument illégale. Absolument illégale, il n'avait pas à le prendre. Et on sait que c'est un préalable aussi à la convocation du corps électoral, du décret de convocation du corps électoral. Mais fondamentalement, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est de dire la détermination de ce monsieur à prendre plus de 12 millions de Guinéens en otage. Mais c'est pas possible. Et là, ça a coïncidé avec le départ. Une partie des Guinéens, c'est pas tout le monde qui... Je maintiens, monsieur. Ça a coïncidé avec le départ de l'émissaire des Nations Unies. Juste après le départ du Boulsambas. Juste après, on a les religieux d'un côté. Mais moi, pardonnez-moi, ça ne me surprend guère. Parce que le président de la République est prêt. Il a dit, je pense qu'on est toujours dans le schéma de ces deux déclarations. Le 24 mars 2019, il invitait ses partisans à se préparer à l'affrontement. Et dans les colonnes du Monde, il disait dans les autres pays, il y a eu des morts. Ils l'ont fait quand même, mais pourquoi pas nous? Mais alors, la question maintenant que l'on va se poser, si on se mettait dans l'hypothèse que le président accepte la main tendue ou l'appel notamment des religieux et qu'il accepte notamment de reporter la date du 16 février, quelles pourraient être les conditions de participation de l'opposition au processus électoral? Les conditions de participation de l'opposition, elles sont claires, elles sont connues. Laissez-moi vous dire déjà quelques propos préliminaires. La vocation d'un parti politique, ce n'est pas de boycotter les élections. La vocation d'un parti politique, c'est de participer à des élections à la condition toutefois qu'elles soient libres, transparentes et démocratiques. Et là, avec un tel fichier taillé sur mesure, Alpha Condé est sûr de l'emporter aussi bien dans le cadre des élections. Il vous a battu à deux reprises. Il vous a battu en 2010, il vous a battu en 2015. Dans des circonstances très très discutables, on peut y revenir, pardonnez-moi, mais ce n'est pas le sujet. Avec un tel fichier taillé sur mesure, et j'espère avoir l'opportunité sur ce plateau de vous décliner toutes les irrégularités de ce fichier. On aura bien l'opportunité dans cette émission. Je peux vous dire qu'Alpha Condé remportera haut la main aussi bien les législatives que le référendum et les présidentielles. Donc c'est quand même inacceptable. Je reviens à nos 4 conditions. Ce sont les suivantes. Et il remportera d'autant plus haut la main tous ces 3 scrutins-là que on sait bien que dans ces fiefs, la CENI n'a jamais déclaré un taux de participation inférieur à 95% des inscrits. Nos 4 conditions sont les suivantes. L'assainissement du fichier électoral, qui est quand même la pièce maîtresse de la fraude. Donc ce fichier électoral doit être assaini conformément aux recommandations de l'audit mené en 2018 conjointement par l'OIF, les Nations Unies et l'Union Européenne, première condition. Deuxième condition, le parachèvement des élections locales conformément à l'arrêt du 26 décembre 2019. Pour une fois, la justice guinéenne nous donne raison. Troisième condition, il s'agit effectivement
après le parachèvement de ces élections-là, du renoncement définitif et officiel à ce troisième mandat. Et quatrième condition, là j'ai parlé de l'assainissement du fichier, le parachèvement des opérations et voilà des élections locales. Et puis quatrièmement, le renoncement et quatrième élément, pardon, ça me vient, la récusation et le remplacement de M. Kébé qui a violé son serment en violant de multiples dispositions du code électoral. Et j'espère avoir l'occasion avec vous de rentrer dans chacune des 4 revendications. On aura bien l'occasion dans nos émissions, il faut dire la prochaine. Mais malheureusement, on arrive à la fin de ce numéro de Starcom quand même qui vous recevez sur ce plateau. Alors si vous avez un message ou c'est pas une invite à lancer à vos militants en tant que partisans ou membres de FNDC, mais également à vos militants au nom du parti de l'opposition, vous avez 1 minute et il y a cette caméra pour vous. Alors moi j'aimerais au nom du FNDC... C'est par là, voilà. Pardon, j'aimerais au nom du FNDC adresser mes condoléances les plus profondes aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés, exprimer mon vif soutien à toutes les personnes qui sont sous le coup d'arrestation et leur dire que le combat continue, il faut rester mobilisé parce que ce pouvoir-là veut nous diviser, ce pouvoir-là veut nous corrompre, ce pouvoir nous réprime. Il faut rester unis parce que la situation dans laquelle notre pays est n'est pas une situation de fatalité. Nous pouvons y remédier grâce à la bonne gouvernance, nous pouvons y remédier face à des politiques publiques qui sont basées qui privilégient l'éducation, face à des politiques publiques qui permettent d'améliorer le climat des affaires, face à des politiques publiques qui nous permettent de favoriser des emplois et de faire en sorte que la jeunesse de Guinée ait envie de rester sur place, et face à des politiques publiques qui donnent envie aussi aux investisseurs de rester sur place, et tout cela est possible. Le problème, il n'est pas ethnique, le problème, il est fondamentalement politique, et aujourd'hui, je suis triste de parler de vie humaine que l'on arrache, je suis triste de parler de processus électoral complètement biaisé, contesté, alors qu'à côté, on aurait pu parler de conditions de développement. Et il est inacceptable aujourd'hui que la Guinée soit le premier pays en matière d'immigration irrégulière, selon les chiffres de l'OFPRA, et le premier pays en termes de demandeurs d'asile, le deuxième pays, pardon, en termes de demandeurs d'asile. Ce n'est pas une fatalité. Poursuivons le combat et nous y arriverons. Nous y arriverons à l'instar des peuples soudanais, algériens et burkinabés. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Starcom, accès essentiellement notamment à la situation des tensions de violence notamment qui revient un peu plus inquiétant en Guinée. Et on avait comme invité dans cette émission la chef de cabinet du chef de file de l'opposition, Elad Seloudalen Diallo. Nadia Naman était dans cette émission. Il ne me reste qu'à vous dire merci, vous qui avez pris du plaisir à nous suivre sur la télé du 21e siècle et dans cette émission Starcom. On se donne rendez-vous et programme dans cette émission et sur le même plateau avec d'autres invités, et à bientôt. Thank you.